Dans cette vidéo purement pratique, nous allons donc appliquer la méthodologie que nous avons expliquée de manière théorique. Et je vous propose le sujet de Maurice Nadeau, dans lequel il est dit, à travers le roman, on voit où se cachent les maladies du corps social. Donc, si je reprends le sujet dans son intégralité, répondant à la question de la finalité du roman, Maurice Nadeau déclare, à travers le roman, on voit où se cachent les maladies du corps social. Donc, on voit clairement que c'est un sujet qui est porté sur le roman. Et on nous parle de maladies du corps social. Donc, la consigne, à l'aide des œuvres romanesques, déjà lues ou étudiées, expliquer et discuter cette affirmation. Ok. Maintenant, voici la reformulation du sujet. Le roman est le reflet des maux de la société. Vous comprenez? Puisque quand on parle de maladie, on parle de maux, on parle de problèmes, on parle des tares qui minent la société. Donc le roman est comme un miroir ou le reflet des maux de la société. Le problème qui est posé, c'est quelle est la fonction du roman. Vous êtes habitué maintenant, puisque c'est un sujet qui est porté sur la fonction du roman, mais la fonction engagée. Donc le problème, quelle est la fonction du roman? L'axe numéro 1. En quoi le roman met à nu les problèmes de la société? Donc en quoi le roman met à nu les problèmes de la société? C'est la question portée sur l'axe numéro 1. Tandis que celle de l'axe numéro 2, la question est la suivante. Cependant, le roman n'a-t-il pas d'autres fonctions? Donc l'axe numéro 2, cependant, le roman n'a-t-il pas d'autres fonctions? On est donc face à un sujet qui est porté sur fonction, autre fonction. La thèse, on va donc s'inspirer de notre axe numéro 1, puisque c'est l'axe numéro 1 sur la forme affirmative qui devient la thèse. Alors, le roman met à nu les problèmes de la société. Ça sera la thèse. Et je vous présente donc 3 arguments que je vais développer avec leurs exemples. Premier argument, au plan politique, le roman expose la mauvaise gouvernance de certains dirigeants. Au plan politique, le roman expose la mauvaise gouvernance de certains dirigeants. Comme exemple, le parachutage de Norbert Zongo. Donc c'est l'exemple que je prends pour voir illustrer mon argument numéro 1. Argument numéro 2. Au plan culturel, le roman dévoile le mariage forcé et l'excision. Donc 2 pratiques culturelles. Donc au plan culturel. Je donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est le couteau brûlant d'Ami Traoré. Le deuxième exemple, Fatimata, le mariage forcé de Marceline Dembélé Yobo. Donc on a 2 exemples où l'argument numéro 2. Vous allez voir comment on présente 2 exemples dans une rédaction. Argument numéro 3. Au plan économique, le roman met à nu la misère dans la société, donc la pauvreté. Exemple, la grève des bateaux de Aminata Sofal. Maintenant, en antithèse, nous allons voir les autres fonctions du roman. En argument numéro 1, le roman évade le lecteur, donc la fonction évasive ici. Exemple, Harry Potter à l'école des sorciers de Joanne Rowling. Donc, on va prendre cet exemple-là pour illustrer l'idée d'évasion. Argument numéro 2, le roman éduque moralement le lecteur. Donc, la fonction didactique que j'utilise en argument numéro 2. En exemple, le bonheur des miens de Mackay Eti. Donc, un exemple très intéressant. Argument numéro 3, le roman a une valeur culturelle. Donc, c'est la fonction culturelle que j'apporte ici. En exemple, le sublime sacrifice de François d'Assise Nda. On verra ça, donc, de quoi il s'agit dans cette partie-là. Alors, nous allons maintenant aborder la rédaction intégrale. Et concernant la rédaction intégrale, on va prendre d'abord soin de revenir sur la méthodologie. Dans l'introduction, on a vu que l'introduction, on parle d'une généralité. Après la généralité, on annonce donc le sujet, plus la reformulation, on pose des problèmes et les axes, l'axe 1 ou l'axe 2. Si on n'a pas mis les 2 axes, on est obligé forcément de mettre l'annonce du plan. Dans le développement, comme je l'ai dit, on commence par une phrase introductive. Après la phrase introductive, on annonce le premier argument, son explication et son exemple. Le deuxième argument, son explication et son exemple. Le troisième argument, son explication et son exemple. Puis, on annonce clairement ce qu'on va appeler la conclusion partielle et la transition. Voilà ce qu'on retient de la première partie du développement. La seconde partie, ça sera pareil. Mais la seule différence, c'est que dans la deuxième partie, on n'aura pas de transition. Et on va aborder la conclusion où on aura un bilan, plus une opinion personnelle et enfin l'ouverture. C'est ce dont je vais vous montrer maintenant, en m'appuyant sur tout ce que je viens d'évoquer ici. Ok, donc, rédaction intégrale.
Alors voici l'introduction. On va aller doucement pour que je puisse mieux vous expliquer. Dans le dialogue entre art et société, le roman occupe une place majeure en exposant les réalités humaines sous diverses facettes. Donc ici, on nous dit, c'est un constat, dans le dialogue entre art et société, le roman occupe une place majeure en exposant les réalités humaines sous diverses facettes. Alors ça, c'est une généralité. Alors, on va voir si le sujet de Maurice Nadeau est compatible ou va dans le sens de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Parce qu'on dit que le roman expose les réalités humaines. Donc, est-ce que le sujet de Maurice Nadeau est porté sur l'idée de réalité humaine? Si on voit que ça a un lien direct avec la citation, dans ce cas de figure, il y a une compatibilité entre la généralité et le sujet initial. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que ceux qui ont tendance à commencer par les définitions se cassent les dents ici. Parce que lorsqu'ils vont chercher à définir le roman, ils vont voir que dans la définition du roman, ils ne vont pas mettre l'accent sur l'idée de la société. Dans ce cas de figure, ils s'éloignent complètement de la pensée de l'auteur. Pourtant, une généralité, le but c'est d'amener le sujet de telle sorte qu'on puisse l'appliquer clairement dans cette partie où on parle d'insertion du sujet. Voilà, donc il faut apprendre à amener le sujet. Donc je parle d'une généralité et je vais maintenant amener le sujet. C'est dans cette perspective que Maurice Nadeau affirme ceci. Donc dans cette perspective, quelle perspective? Tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure là, c'est tout ça là. Dans le dialogue entre l'art et la société là, c'est cette partie là qui nous amène à dire, c'est dans cette perspective que Maurice Nadeau affirme ceci. 2 points. À travers le roman, on voit où se cachent les maladies du corps social. Ça, c'est la citation de l'auteur. Donc, c'est l'insertion du sujet. Le sujet est court, donc on l'insère directement. Après l'insertion du sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément le reformuler. Donc, nous allons reformuler en disant autrement dit. Vous voyez, autrement dit, cette expression-là marque la reformulation. On pourrait aussi dire en d'autres termes. Vous voyez, en d'autres termes ou autrement dit. Donc, autrement dit, virgule, le roman est le reflet des mots de la société. Donc, c'est la reformulation qu'on colle ici, de manière simple. Dès lors, virgule, une question anime notre réflexion. 2 points. On pose maintenant la question du problème. Quelle est la fonction du roman? Quelle est la fonction du roman? Maintenant, comme on doit respecter l'ordre des choses, j'ai décidé de vous présenter l'introduction sous la forme où on va mettre aussi l'annonce du plan. On ne va pas sauter l'étape de l'annonce du plan. Je vous ai dit que lorsqu'on annonce les 2 axes, on n'est plus obligé d'annoncer le plan. Il peut être facultatif. Mais une fois qu'on n'annonce pas les 2 questions, dans les 2 axes, on est obligé là d'insérer ce qu'on va appeler donc l'annonce du plan. Donc j'ai décidé de respecter l'ordre des choses pour ne pas que ceux qui aiment faire l'annonce du plan se trouvent forcément dépaysés. Donc dans l'analyse qui suit, nous montrerons que même si le roman met à nu les problèmes de la société, virgule, il peut remplir d'autres fonctions. Voilà. Il peut remplir d'autres fonctions. Donc là, on a la thèse, on a aussi l'antithèse. Vous voyez, de manière sous la forme affirmative. Voilà. Donc vous remarquez bien que l'introduction s'est faite en un bloc. Vous voyez, l'introduction s'est faite en un bloc. On n'est pas revenu à la ligne, non, on a fait ça en un bloc, en un seul paragraphe. C'est ça qu'on appelle un paragraphe. Vous comprenez? On a fait ça en un seul paragraphe. Alors, lorsqu'on a fini maintenant de faire l'introduction, comme vous voyez sous vos yeux, on doit passer maintenant au développement. Maintenant, le développement, on va sauter 2 lignes. Ici, là, on doit sauter 2 lignes. Vous voyez, on va sauter 2 lignes. C'est à partir de la 3e ligne qu'on va maintenant faire quoi? On va annoncer la thèse. Vous voyez? Et pour annoncer la thèse, cette partie-là, on va l'appeler la phase introductive. J'espère que vous n'avez pas oublié la phase introductive. Donc, la phase introductive se présente comme suit. Pour Maurice Nadeau, virgule, le roman est un véritable canal d'expression des mots qui minent la société. Pour Maurice Nadeau, le roman est un véritable canal d'expression des mots qui minent la société. C'est la thèse qui est là. On a juste dit ça autrement. C'est le même français là, mais c'est dit autrement. Voilà, ne soyez pas dépaysés. Si vous avez par exemple dit, pour Maurice Nadeau, le roman est le reflet
met en nu les problèmes de la société, c'est la même chose, ça revient au même. Vous comprenez? Voilà, j'ai juste changé le français, mais c'est le français qui est là. Voilà. Alors, point. Plusieurs arguments militent en faveur d'une telle conception du roman. Donc, on est toujours dans notre phase introductive. On n'a pas encore quitté cette étape-là. On est toujours dans cette étape-là. Donc, cette étape vise à annoncer la thèse. À annoncer la thèse. Vous comprenez? C'est lorsqu'on a fini d'annoncer la thèse qu'on va maintenant aborder l'argument numéro 1, son explication et son exemple. Voilà. Donc ici, on va commencer par un connecteur logique de classement ou d'énumération. Toujours commencer par cela. On va utiliser d'abord. Vous voyez, d'abord est un connecteur logique de classement ou d'énumération. Vous remarquez bien ici, je n'ai pas sauté de ligne. Quand j'ai mis le point ici, je suis revenu à la ligne, j'ai marqué la linéa. Vous voyez ici, le vide là. Vous voyez ça, c'est même sur la même ligne. Ça, tout ce que vous voyez là, ça représente un paragraphe. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un paragraphe. Voilà, ça c'est un paragraphe. Maintenant, on va aborder le deuxième paragraphe. Ça va commencer d'ici pour s'arrêter là. Vous voyez, voici le deuxième paragraphe qui est là. Donc, dans le premier paragraphe, on va commencer par d'abord. D'abord, au plan politique, le roman expose la mauvaise gouvernance de certains dirigeants. C'est ce que j'ai mis dans l'argument là-bas. Maintenant, lorsqu'on a fini de poser l'argument, de placer l'argument, de rédiger l'argument, on va maintenant expliquer l'argument. Pour expliquer l'argument, on va utiliser un connecteur logique d'explication. Et le connecteur logique que j'ai choisi ici, c'est en effet. Vous voyez, le voilà en effet. Quand vous devez utiliser en effet, vous devez obligatoirement mettre un point ici avant de dire en effet. Toujours. On ne met pas virgule et puis on écrit en effet. Non. Quand vous devez utiliser en effet, vous mettez toujours point à l'argument et vous mettez en effet virgule. C'est très important. Très, très important. Donc, en effet, ce connecteur-là, dès que nous voyons le connecteur logique, en effet, on se dit immédiatement que ce que vous allez faire à la suite, c'est une explication. Vous allez expliquer l'argument. Quand vous mettez d'abord, on se dit immédiatement que vous êtes en train d'énumérer ou bien de présenter le premier argument. Toujours d'abord. Voilà. On ne commence pas, on n'écrit pas d'abord pour le deuxième argument. C'est toujours pour le premier argument. Ok. Donc, en effet, virgule, le roman dépeint souvent des dirigeants abusant de leur pouvoir ou des systèmes de gouvernement injustes qui, dans leur élan, bafouent la dignité et la liberté des peuples qu'ils dirigent. Ici, donc, je suis en train d'expliquer. Vous voyez, tout ça, c'est l'explication de ce que j'ai dit ici. Voilà, l'explication du fait d'avoir dit que le roman expose la mauvaise gouvernance de certains dirigeants. Et cette gouvernance mal gérée là, elle se manifeste par quoi? Par un élan de bafouement des dignités et des libertés des peuples que ces dirigeants-là, évidemment, exploitent. Voilà, donc le peuple est exploité par les dirigeants qui ont des gouvernements injustes. Donc, c'est l'explication qui est là. L'explication de l'argument. Ok. Maintenant, je vais illustrer mon argument. Et pour illustrer mon argument, je vais donc utiliser le nom de l'auteur qui est Norbert Zongo. Donc, Norbert Zongo en parle dans son œuvre Le Parachutage, qui décrit un personnage du nom de Guama, dictateur jusqu'à la moelle, dont le souci majeur est la conservation de son fauteuil, même au prix de sacrifices humains ignominieux. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'insertion de l'exemple. Donc, on insère l'exemple et on explique l'exemple qui est toujours lié à l'argument et à son explication. Toujours. Vous voyez, ici, donc, je présente qu'un dictateur est celui-là qui, au nom de la conservation de son trône, de son fauteuil présidentiel, va sacrifier des humains. Vous comprenez? Tout cela, il manifeste donc clairement cette mauvaise gouvernance-là. Voilà. Ok. Maintenant, lorsqu'on a fini le premier argument, vous voyez, ici, c'est le paragraphe qui est là. On a fini le deuxième paragraphe. On va attaquer maintenant le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe commence toujours par quoi? Par un connecteur logique de classement. Comme ici, on a mis d'abord, aussi, on va mettre ensuite. Vous voyez, on a mis d'abord, on va mettre ensuite. Voilà, on va mettre ensuite. Alors, ensuite, au plan culturel, il dévoile le mariage forcé et l'excision. Maintenant, lorsque j'ai fini ça, c'est quoi? C'est l'argument numéro 2. C'est l'argument numéro 2 qui est là. Il dévoile le mariage forcé et l'excision. Maintenant, lorsque j'ai fini de mettre l'argument numéro 2, je dois expliquer l'argument numéro 2.
Pour expliquer l'argument numéro 2, je vais utiliser un connecteur logique d'explication. Le voilà ici, c'est car. C-A-R. Car. Vous voyez? Quand je mets car, vous voyez, je ne mets pas de virgule ici. Non. Je mets car directement. Donc, car, à travers des histoires, virgule, il montre l'impact négatif de certaines pratiques culturelles telles que le mariage forcé ou l'excision et les souffrances qu'elles engendrent, tout en proposant une réflexion sur la modernité et les droits humains. Ça, c'est l'explication de mon argument ici. C'est l'explication de mon argument. Comme j'ai fini d'expliquer mon argument, je dois annoncer mon exemple, mon illustration. Alors, j'utilise donc ce que j'avais évoqué plus haut. Le couteau brûlant d'Ami Traoré en est un exemple palpable. Point. Dans cette œuvre, la romancière raconte le témoignage poignant et douloureux du personnage Safiatou, une victime de l'excision. Vous voyez, cette œuvre-là parle de quoi? Ça parle de l'excision. Ça parle de l'excision. Comme dans mon argument, j'ai dit le mariage forcé et l'excision, et je n'ai que parlé ici de l'excision dans l'exemple de couteau brûlant d'Ami Traoré. Je vais forcément utiliser un autre exemple qui va aussi parler du mariage forcé pour que ça soit équilibré ici. Et voici ce que je vais dire. Outre cet exemple, outre l'exemple qui est là sur le couteau brûlant, outre cet exemple, figure, nous pouvons mentionner Fatimata, le mariage forcé, une œuvre dans laquelle Marceline Dembélé, à travers son personnage Fatimata, sensibilise la société sur les conséquences néfastes du mariage forcé et encourage les jeunes filles à se battre pour leurs droits. Donc, c'est équilibré là. J'ai présenté dans l'argument deux faits, le mariage forcé et l'excision, et je présente ici l'excision, ici le mariage forcé. Donc, c'est équilibré. Et si vous remarquez bien, chaque fois qu'on annonce un exemple, on le souligne. Vous voyez, j'ai toujours souligné les exemples. Toujours. On souligne toujours les exemples d'œuvres littéraires. Toujours, il faut toujours les souligner. C'est très, très obligatoire même. Il faut le faire. Il faut le faire toujours. N'oubliez pas, faites-le. Très important. Ok. Donc, nous avons fini le deuxième argument. Maintenant, on va attaquer le troisième argument. Voilà, on ne saute pas de ligne toujours. Ok, donc le troisième argument, on revient à la ligne marque alinéa. Le troisième argument, voilà qui est là. Tout ça, c'est le troisième argument. Donc, enfin, au plan économique, comme ici, on a dit d'abord. On a dit ensuite, on doit forcément dire enfin pour équilibrer les choses. On ne peut pas dire d'abord, ensuite et puis de plus. Non, 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 non. Si tu as dit d'abord, ensuite, il faut forcément enfin. Il faut forcément enfin. Donc, enfin, au plan économique, il met à nu la misère dans la société dans la mesure où certaines œuvres romanesques illustrent les difficultés de nombreuses personnes vivant dans la misère marquée par les inégalités sociales, le manque de ressources et les luttes quotidiennes des populations défavorisées. Ça, c'est mon explication par rapport au fait qu'on dise que le roman met à nu la misère dans la société. C'est juste mon explication qui est là sous vos yeux. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'illustration. Et j'écris, face à cette situation déplaisante, Sylvain Kienzo publie son roman La Voix de ma rue, dans lequel il dépeint la pauvreté et les injustices subies par les enfants des rues à l'image du personnage Eric. Donc, ça, c'est l'explication de l'œuvre La Voix de ma rue de Sylvain Kienzo. Donc cette œuvre-là parle des enfants de la rue, or qui parle des enfants de la rue, parle clairement de la pauvreté. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, lorsqu'on a fini l'argument numéro 3, vous voyez, on va compter. Ici, on a un paragraphe. Donc on a un paragraphe avec un paragraphe. Ensuite, on a deux paragraphes. Ensuite, on a trois paragraphes. Et enfin, on a 4 paragraphes. Ça fait déjà 4 paragraphes. Donc, si vous avez, par exemple, 3 arguments dans la thèse, il faut forcément 5 paragraphes. Le 5e paragraphe, ça sera quoi? C'est ce qu'on va annoncer maintenant, qui est la transition. Il faut forcément 5 paragraphes. Ok, voici le 5e paragraphe. Au vu de ce qui précède, virgule, donc c'est la conclusion partielle que je fais maintenant. Au vu de ce qui précède, virgule,
Le roman est un véritable miroir des problèmes politiques, économiques et culturels qui minent la société. Vous voyez, ça, c'est la conclusion partielle. Maintenant, je vais annoncer la transition. Cependant, virgule, celui-ci n'a-t-il pas d'autres fonctions? Vous voyez, cette question-là est une question qui est portée sur la transition. C'est une question qui va nous inspirer pour notre axe numéro 2 ou bien si vous voulez notre antithèse. Voilà, donc quand on compte bien, on a 1, 2, 3, 4 et 5 paragraphes. On a 5 paragraphes. 5 paragraphes. Maintenant, si dans votre première partie, vous n'avez que 2 arguments, si dans votre première partie, vous n'avez que 2 arguments, dans ce cas de figure, on aura un paragraphe, lui il est obligatoire, on aura 2 paragraphes, on aura 3 paragraphes et la conclusion partielle plus la transition seront le 4e paragraphe. Ça, c'est lorsque vous avez que 2 arguments. Mais quand vous avez 3 arguments, votre première partie aura obligatoirement 5 paragraphes. 5 paragraphes. Pourquoi je prends le temps d'insister là-dessus? C'est pour que celui qui vous corrige là n'ait pas de difficulté à vous comprendre. Quand tout est mélangé, quand tout est confus, touffu, pouffu, on ne sait même pas où est l'argument, on ne sait même pas où est l'exemple, on ne sait même pas où est l'explication. Franchement, pour lire là, c'est compliqué. Pour lire là, c'est vraiment compliqué. Donc, soignez la forme de votre devoir. C'est pour cela qu'il faut mettre beaucoup l'accent là-dessus. On n'écrit pas parce qu'il faut écrire. Il faut respecter une certaine logique, une certaine forme de devoir. Comme cela, quand le professeur commence à lire, quand il lit pour Maurice Nadeau, quand il lit cette partie-là, il sait clairement que c'est ta phrase introductive. Quand tu dis d'abord, il sait que ce que tu vas faire ici, c'est ton argument numéro 1 que tu vas présenter. Quand tu dis en effet là, il sait clairement que tu es en train d'expliquer l'argument. Vous voyez, quand tu présentes ça, il sait que clairement tu as l'étape de l'explication, de l'illustration et son explication. Quand c'est comme ça là, le correcteur vous suit. Et il est heureux de vous suivre de manière simple. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une certaine logique. Mais quand tout est mélangé là, franchement, on n'a pas le temps de regarder tout ça là. On va vite. Vous comprenez? Donc, prenez le temps de soigner clairement votre devoir. C'est très important. Très, très important. Donc, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Et on va aborder maintenant la deuxième partie. Vous voyez, ici, j'ai mis un espace. Cet espace-là, ça veut dire que quoi? Là, on doit sauter une ligne. Ici, on doit sauter une ligne. Vous voyez, là, on n'a pas de ligne sautée. Ici, on n'a pas de ligne sautée. Pareil, ici, on n'a pas de ligne sautée. Bon, comme c'est un document, c'est pourquoi il y a un espace ici. Mais normalement, ça doit être rattaché ici. Vous comprenez? Mais c'est un document, c'est logique, c'est normal. Mais si vous faites de copie, ça doit être normalement quelque part ici. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez, au titre d'exemple qui est là. Voilà. Donc, ne pensez pas que ce qui est là, on doit sauter ligne. Non. Il n'y a pas de ligne. C'est un document, c'est logique. Ok. Alors, ici, on va maintenant présenter notre antithèse. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini de sauter une ligne, on va commencer par la phrase introductive. La phrase introductive qui annonce l'antithèse. Donc, on est dans la deuxième partie maintenant. C'est pour ça qu'on a sauté une ligne ici. Voilà. Donc, on a sauté une ligne. On retient qu'on a sauté une ligne. Donc, lorsqu'on a fini de sauter notre ligne, on passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie commence par la phrase introductive. Qu'est-ce qu'on va dire ici? En dehors de sa vocation militante, la vocation militante, ça veut dire quoi? En dehors de sa vocation engagée. Donc, dans la première partie, c'est la fonction engagée du roman. Donc, en dehors de sa vocation militante, virgule, le roman présente d'autres fonctions. D'autres fonctions, et je vais citer les fonctions telles que l'évasion, ça fait 1, la didactique, ça fait 2, et le culturel, ça fait 3. Donc, comme dans la première partie, nous avons 3 arguments, obligatoirement dans la deuxième partie, on doit avoir 3 arguments. C'est obligatoire. Obligatoire même. Maintenant, je vais présenter le premier argument, qui est l'évasion. En disant, je reviens à la ligne, vous voyez, je marque l'alinéa, vous voyez, c'est le même. Donc, on a fini le premier paragraphe. On va attaquer maintenant le deuxième paragraphe. Donc, le deuxième paragraphe qui est ici. Premièrement, donc, connectologie de classement ou d'énumération, premièrement, le roman évade le lecteur. Maintenant, je vais expliquer en disant c'est-à-dire. Ça, c'est une connectologie d'explication. C'est-à-dire qu'à travers des récits captivants, le lecteur est transporté dans des univers imaginaires qui lui permettent d'échapper à la routine ou aux difficultés de la vie quotidienne. Ça, c'est l'explication de la fonction évasive ici, portant sur le roman. C'est le cas du roman
Harry Potter à l'école des sorciers. Donc c'est le roman qui est là, Harry Potter à l'école des sorciers, dans lequel Joanne Rowling plonge le lecteur dans un monde où le merveilleux et la magie règnent. Point. Voyez, ici donc c'est l'explication de manière simple du roman Harry Potter à l'école des sorciers. Point. Pas trop de détails, on s'arrête là. Vous comprenez? Ok. Lorsqu'on a fini le premier argument, vous voyez, on est au premier paragraphe, deuxième paragraphe. Voilà. Maintenant, on doit attaquer le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, c'est l'argument numéro 2. Donc, comme ici, on a dit premièrement, donc, on va rester dans l'ordre des choses. S'il y a premier, c'est qu'il y a deuxième. S'il y a deuxième, c'est qu'il y a troisième. On est d'accord? Donc, premièrement, je suis dans la logique. Deuxièmement, vous voyez, deuxièmement, on ne dit pas deuxièmement. Non, on dit deuxièmement. Deuxièmement. Voilà, je vois des élèves qui écrivent deuxièmement. Non, c'est deuxièmement. Premièrement. Deuxièmement. Voilà, deuxièmement. Donc, deuxièmement, il éduque moralement les hommes. Donc, le il est mis pour le roman. Voilà, le il est mis pour le roman. Donc, il éduque moralement les hommes, puisqu'à travers, on explique. Puisqu'à travers ces récits, le roman transmet souvent des leçons de vie ou des valeurs universelles, invitant le lecteur à réfléchir sur des notions importantes comme le bien, le mal, la justice ou la solidarité, et l'aide ainsi à développer son sens moral. Ça, c'est l'explication que je donne au fait que le roman éduque moralement les hommes. Voilà, pour montrer que le roman transmet des valeurs morales aux hommes. Maintenant, à travers son roman, donc c'est l'illustration, à travers son roman Pour le bonheur des miens, Mackay Hetty, motivé par ce devoir moral, enseigne et conseille les jeunes filles à ne pas succomber à la facilité malgré les difficultés, de même que les enseignants à exercer leur métier avec loyauté et les cadres à ne pas user de leur statut pour intimider les plus vulnérables. Donc ici, on a une explication simple et précise de l'œuvre Pour le bonheur des miens portant sur l'idée de la moralité. Donc c'est le conseil que Mackay Hetty veut transmettre à travers son roman de manière simple. Voilà l'explication donnée. Vous voyez, tout ce qu'on est en train d'évoquer là, on est dans l'esprit du roman. Que du roman. On n'a pas parlé de théâtre, on n'a pas parlé de poésie. Vous voyez, on n'est que dans l'esprit du roman. Et enfin, troisièmement, vous voyez, lorsqu'on a deuxièmement, on a forcément troisièmement. Donc, troisièmement, le roman a une valeur culturelle. Car, vous voyez, voici un connecteur encore, car en le lisant, donc en lisant le roman, on découvre une richesse culturelle qui peut renforcer notre compréhension des autres et de leur histoire, tout en préservant le patrimoine immatériel. Voilà, donc le roman a une valeur culturelle. Le roman nous transmet une certaine richesse culturelle, très indispensable pour les générations à venir. Voilà. Donc, à titre d'illustration, nous pouvons citer Le Sublime Sacrifice. Le Sublime Sacrifice, un roman dans lequel François d'Assise Nda semble expliquer l'origine et l'histoire d'un peuple précis, les Baoulés. Vous voyez, non? Voilà, ici il parle des Baoulés. Voilà, il est en train de parler des Baoulés dans cette œuvre-là, à l'image de Abla Poko. Vous voyez un peu. Voilà, donc cette œuvre-là a une valeur culturelle parce qu'elle nous permet de connaître l'histoire du peuple baoulé. Voilà, les baoulés là, leur histoire. On arrive à connaître leur histoire ici à partir de l'œuvre Le Sublime Sacrifice. Vous voyez? Donc, nous sommes au troisième argument et au dernier argument de cette partie-là. Vous comprenez? Donc, de la deuxième partie du développement. Voilà, de la deuxième partie du développement. Maintenant, on va aborder la conclusion. Donc, ici, vous voyez, il y a un grand espace. Ce grand espace-là, on va sauter 2 lignes. Voilà, il y a un grand espace, on va sauter 2 lignes. Alors, lorsqu'on saute 2 lignes, on va maintenant, à la 3e ligne, commencer notre conclusion. La conclusion, vous voyez, la conclusion se fait en un bloc. Voilà, en un bloc. Tout ça, c'est en un bloc. Tout ça, c'est en un bloc. Vous voyez, c'est en un bloc. Donc, en définitive, virgule, donc c'est le bilan que je vais annoncer. Ensuite, j'annonce l'opinion personnelle et l'ouverture. En définitive, virgule, nous pouvons retenir que même si le roman se donne pour mission d'explorer les injustices sociales
Il peut également exalter les valeurs culturelles, enseigner les hommes et constituer un moyen d'évasion. Point. Tranquille. Point. Voici donc le bilan. Voilà. Pour notre part, nous pensons que le roman est un art pluridimensionnel qui contribue au bonheur des peuples et de ses lecteurs. Tranquille, on a notre opinion personnelle. Vous voyez, on a notre opinion personnelle ici. Maintenant, notre comment on appelle ça, notre ouverture. Voilà, notre ouverture. Donc, notre ouverture, par ailleurs, virgule, le roman, virgule, en tant qu'art intemporel, quand on dit intemporel, c'est-à-dire un art qui n'a pas de, voilà, qui ne se limite pas dans le temps. Vous voyez, non, qui ne se limite pas dans le temps. Voilà, qui continue toujours à exister. C'est ça qu'on appelle un art intemporel. Donc, en tant qu'art intemporel, parviendra-t-il à maintenir son rôle d'éveilleur de conscience dans une société en constante évolution? Donc, notre société ne cesse de progresser. Aujourd'hui, on a l'ère du numérique, même l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, même quelqu'un peut se lever comme ça, taper sur ChatGPT pour dire que lui, il va créer un roman. Aussi facilement, on lui donne une histoire et puis c'est parti. Il a un roman comme ça. Voyez. Donc, est-ce que le roman, aujourd'hui, va toujours maintenir son rôle d'éveilleur de conscience? C'est la question qu'on se pose et c'est cette question-là qui fait l'objet donc de notre ouverture. Voilà. Donc, si vous avez bien suivi tout ce qu'on vient de faire, c'est donc ce qu'on va appeler un sujet porté sur une rédaction intégrale. Et j'ai pris le temps de bien détailler, voilà, comment on présente un développement, une introduction et une conclusion. J'ai pris le temps d'expliquer dans les moindres détails pour que, à partir de cela, ça soit un modèle pour vous à suivre pour tout autre développement, pour toute autre introduction et pour toute autre conclusion. Vous faites de ça un modèle. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est surtout de respecter la forme du sujet. Vraiment, la forme du sujet. Vous ne voyez pas comment c'est joli. Vous ne voyez pas comment c'est joli. Vous voyez? Vous ne voyez pas comment c'est joli à voir. Vous ne voyez pas comment c'est joli. Vous ne voyez pas quand on lit, on sait déjà de quoi il s'agit. Vous ne voyez pas comment la forme, c'est joli à voir. Voilà, c'est ça qu'il faut respecter. Vous devez forcément respecter la forme. C'est très important. Voilà. C'est pas de manière touffue, tout est mélangé. Non. Évitez ça. Évitez ça. Il faudrait que votre copie vous représente. Parce que vous êtes représenté par une copie. C'est comme si c'était un entretien d'embauche. Voilà. Donc votre copie vous précède. C'est votre copie qui sera évidemment le gage de votre succès, de votre réussite. Donc si dans ta copie là même, tu fais du n'importe quoi, franchement, même si le contenu est bon, que tu écris très mal et que malheureusement tout est mélangé, mais qui a le temps de lire tout ça même? Qui aura le temps? Ça sera difficile. Donc faites vraiment preuve de patience d'abord envers vous-même. Prenez le temps chaque fois de revenir, de passer du temps à soigner votre écriture et surtout, mettez-vous à l'esprit que vous devez respecter la forme du devoir. Vous devez toujours respecter la forme du devoir. Toujours, ça doit être votre credo. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que ce modèle va vous aider sérieusement à bâtir une très bonne rédaction et surtout bel et bien à réussir votre examen du bac, surtout portant sur la dissertation littéraire. Et cela même sera un modèle même pour les autres rédactions comme la philosophie. Merci et on se retrouve pour les prochaines vidéos.